Made in the USA is back. C'est le nouveau leitmotiv à la mode aux États-Unis, surtout depuis que le très réputé Boston Consulting Group a publié un rapport saluant une probable renaissance manufacturière outre-Atlantique. C'est vrai que le dollar baisse et que les coûts de production augmentent chez les émergents. On est donc bien en droit de se demander si les entreprises américaines ont encore intérêt à délocaliser. Mieux, certains disent que l'heure serait venue de rapatrier des productions que l'on croyait perdues pour toujours. C'est une thèse séduisante, mais à laquelle nous ne souscrivons vraiment pas. Les arguments mobilisés sont pourtant convaincants. Oui, les coûts salariaux augmentent très rapidement en Chine, de l'ordre de 20% par an. Quant à la productivité, elle y est bien moins importante qu'aux États-Unis. Il n'en fallait pas plus pour que le BCG considère que d'ici 2015, il n'y aurait plus davantage coût pour les entreprises américaines de délocaliser leurs activités en Chine. Dans cette bataille pour retrouver une compétitivité perdue, faire baisser le dollar serait un atout déterminant. Et voilà le raisonnement des partisans de cette thèse. En maintenant une politique monétaire la plus accommodante possible, la Réserve fédérale agit pour déprimer le billet vert. Elle veut tout simplement rendre moins cher les produits made in USA. Et tant pis si cela a attisé l'inflation un peu partout dans le monde, et surtout d'ailleurs dans les pays émergents. Et en étant cynique, on pourrait même dire tant mieux qu'il y ait aujourd'hui plus d'inflation en Chine, au Vietnam ou au Brésil. On ne peut être qu'étonné qu'un prix Nobel comme Paul Krugman soutienne ce genre de raisonnement. Lorsqu'on lui a demandé dans le New York Times si la politique monétaire américaine est responsable de la flambée des prix chez les BRICS, sa réponse est révélatrice de l'état d'esprit aux États-Unis. Il dit « Tout ceci n'est pas notre problème. Si la Russie, le Brésil et la Chine veulent moins d'inflation, ils peuvent toujours laisser leur monnaie regrimper face au dollar. » Au fond, dans ce scénario, la stratégie américaine paraît parfaitement limpide. Le modèle de croissance traditionnel basé sur la consommation n'est plus tenable. La priorité serait aujourd'hui de miser sur l'industrie pour remonter la pente et réduire les déficits extérieurs. Mais désolé, M. Krugman, ce scénario ne tient vraiment pas la route. La vérité, c'est que si le gouvernement américain prétend faire renaître l'industrie de ses cendres, c'est d'abord et avant tout pour des raisons électoralistes. Barack Obama, on le sait, veut se représenter. Et il ne faut jamais oublier que les piliers du vote démocrate se retrouvent d'un côté dans les milieux financiers et de l'autre dans les régions industrielles historiques. Et Obama ne peut pas se permettre de perdre le soutien des électeurs de la Rust Belt, qui est un bastion traditionnel des démocrates. Mais voilà, les États de cette Rust Belt, qui s'étendent de la côte atlantique jusqu'à Chicago, souffrent de la perte de compétitivité de l'automobile de Detroit et de l'acier de Pittsburgh. Faut-il dès lors s'étonner que les plaintes se multiplient à l'OMC contre les mesures protectionnistes prises pour défendre la sidérurgie américaine? Sûrement pas. Est-ce un hasard si la défense de l'industrie locale est devenue une cause nationale? Bien sûr que non, mais il faut être réaliste. La défense des industries traditionnelles est aujourd'hui un combat d'arrière-garde. Quant au secteur des nouvelles technologies, il est peu probable de voir les Américains changer de cap. Prenons le cas emblématique de l'électronique de loisirs. Est-ce qu'on peut envisager sérieusement qu'un Apple puisse aujourd'hui rapatrier dans la Silicon Valley les 250 000 salariés qui travaillent aujourd'hui pour lui chez le Taïwanais Foxconn? Bien sûr que non. Les faits sont brutaux. Dans bien des secteurs, les chaînes d'approvisionnement locales ont presque complètement disparu. Et il sera quasiment impossible de les reconstituer à court terme. L'exemple de l'iPhone est de nouveau éclairant. Si les logiciels sont conçus aux États-Unis, l'écran vient du Japon, la batterie de Taïwan et le processeur de Corée du Sud. Au fond, les États-Unis ne peuvent pas et ne veulent pas changer radicalement de modèle. Leur force reste de savoir
comment capturer la valeur en créant une marque, en configurant une chaîne d'approvisionnement, en maîtrisant la distribution. La production matérielle, elle n'est pas la plus importante. D'ailleurs, si les coûts de production continuent de déraper en Chine et que les prix du transport flambent encore plus, il y a de grandes chances que les entreprises américaines essayent en premier lieu de trouver leur bonheur auprès de fournisseurs mexicains. En somme, la situation actuelle ne plaide pas spécialement pour une relocalisation des activités aux États-Unis. Tout au plus servira-t-elle à freiner la désindustrialisation rampante. À quelques mois d'échéance électorale importante, ce serait déjà ça de gagner. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. La hausse de l'inflation, la baisse du dollar sont autant de moyens de dévaloriser la dette colossale de l'État américain. Aujourd'hui, elle a atteint son plafond qui s'élève à pas moins de 14 000 milliards de dollars. Des chiffres qui donnent le tournis. Mais malgré les chicaneries politiques, il ne fait aucun doute que le Congrès finira par autoriser un relèvement de ce plafond. L'enjeu est trop important. Les États-Unis doivent rester coûte que coûte la première puissance mondiale. America First, ce n'est pas un simple slogan, c'est un état d'esprit. Et pour rester aux premières loges, tous les moyens sont bons. En vérité, la thèse soutenue il y a tout juste 20 ans par l'économiste Robert Reich, le conseiller de Bill Clinton, tient toujours. Les États-Unis sont avant tout un manipulateur de symboles. Et quel plus beau symbole manipulé que le dollar.